Cette table ronde s'intitule « Sciences, applications et industrie ». Évidemment, arrivé après l'éthique, où on se posait des questions pas seulement philosophiques, mais effectivement de développement de toutes ces activités ayant trait à la science et à l'innovation. Ici, bon, on va plonger dans ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, c'est effectivement une grande question. Je vous cite non pas une anecdote, mais ce que j'ai vécu vendredi en me rendant au CEA. Il y avait toute une journée sur science et industrie, c'est-à-dire en quelque sorte un préambule à ce que vous allez nous raconter. C'est la façon dont il y a des transferts ou pas. Il y a des fertilisations croisées, c'est une vieille expression qui doit bien avoir 30 ans, je ne sais pas si elle est encore à la mode, pour que effectivement tout ce travail qui se fait dans les centres de recherche, dans les universités, qui bouillonne dans les esprits des chercheurs, finit par avoir, ou pas d'ailleurs, c'est pas toujours obligé, avec des temporalités d'ailleurs parfois en termes de parfois d'années, parfois de mois, parfois de siècles, y a-t-il des transferts vers la société? Et alors, on a un panel formidable, et je vais commencer par la chercheuse. Mais la chercheuse Sophie D'Ambrosio, qui travaille à une unité mixte de recherche CNRS-Thales, donc déjà, elle incarne en elle-même une mixité de recherche fondamentale, CNRS. CNRS, je n'ai pas besoin de vous le redire, c'est quand même la première institution de recherche d'Europe, la plus grande. Bon, est-ce que c'est la plus puissante? Peut-être, peut-être pas, peut-être que c'est compliqué. Et donc, Sophie D'Ambrosio, qui a eu un prix, le prix Montgolfier. Oh, excusez-moi, je suis désolée. Lauréat l'UNESCO, bien sûr. Et d'ailleurs, vous êtes prise en photo devant un appareillage et vous êtes magnifique. L'Oréal pense que science et beauté, ça ne s'exclut pas. D'ailleurs, ça se voit. Vous êtes spécialiste des supraconducteurs à haute température. Et alors, vous, quand vous voyez un titre comme celui-là, ça vous inspire quoi? Ça vous inspire, c'est facile de passer de la science aux applications, voire à l'industrie, ou bien c'est quand même un sacré chemin? Est-ce que vous prenez ce chemin, vous? Alors, le micro marche pas. Ou alors il faut parler tout près. Allô? Allô? Oui, voilà, là ça marche mieux, merci. Oui, donc moi je travaille à l'heure actuelle à l'unité mixte CNRS-Thales, où on développe en fait des dispositifs électroniques alternatifs pour les supercalculateurs qui sont censés permettre de réduire drastiquement la consommation énergétique de ces super machines. Donc pour ce projet et mon parcours, j'ai eu l'honneur d'avoir le prix L'Oréal UNESCO qui récompense les femmes en sciences en octobre 2018. Et donc, si je dois parler de l'univers de la science académique et de l'univers de l'industrie, l'unité mixte, donc ça fait partie de ces unités où on a la chance d'être à la frontière entre les deux. Donc, à ma connaissance, il y en a deux essentiellement en France qui sont Thales, donc l'entreprise que vous connaissez certainement, et Saint-Gobain, qui est une grande entreprise en physique des matériaux. Alors, je pense que si on cherche les pistes pour pouvoir approcher l'académique de l'industrie, les unités mixtes, c'est une solution, à mon sens, qui marche plutôt bien, parce qu'on est au contact justement des ingénieurs industriels, on est au sein de l'entreprise, donc ça nous permet de mieux appréhender les objectifs, les tenants et les aboutissants d'une entreprise. Mais moi qui viens d'un parcours universitaire académique, qui suis partie aussi 3 ans à l'étranger, j'ai quand même le sentiment toujours qu'en France, on avance peut-être à trop petits pas, et que les unités mixtes, par exemple, ça reste un peu une exception,
dans un domaine où l'académique reste quand même, et les industriels d'ailleurs, restent dans deux sphères qui sont très imperméables. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a 10 ans, on nous parlait déjà de ce rapprochement, qu'il y a des efforts qui sont faits, mais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, notamment si on se compare aux pays anglo-saxons, où là, c'est beaucoup plus naturel de créer des campus, où il y a un écosystème de base qui est créé avec les industriels. Donc je trouve ça, je pense qu'il y a encore du travail, qu'on est sur le chemin, mais que voilà, si on passait la deuxième, ça ferait pas de mal. Et je pense qu'il peut y avoir des choses assez simples qui peuvent être organisées. Par exemple, dans les conférences, typiquement les conférences, donc dans tous les corps de métier, il peut en avoir en industrie comme il peut en avoir en académique. C'est des lieux où se rencontrent les gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt. On pourrait imaginer que dans ces conférences, il y ait des industriels qui soient appelés, qui correspondent par exemple au champ d'investigation dont il est question. Et ça arrive très rarement encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'on reste entre nous et c'est un peu dommage. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Je vous confirme, c'est ce qui a été dit et répété tout vendredi dans cette journée Sciences et Industrie où il y avait des gens de Total, d'Atos, du CEA, du CNRS. Ils disent exactement la même chose que vous. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais passer à deux personnes, Catherine Ronge et Julie Rousseau, parce que vous êtes en quelque sorte une strate intermédiaire. On a commencé à parler des startups à la table ronde précédente, et toutes les deux, vous avez créé c'est des sociétés de conseil pour Catherine Ronge, sociétés de conseil en innovation, avec des tas de mots qui sont quand même très tendance, par l'intelligence collective. Bon, là, on est en train de la pratiquer. Et le design thinking. Mais effectivement, vous êtes extrait, Catherine Ronge, d'un très grand industriel. Vous étiez à Air Liquide, qui est quand même mondialement répandu. Vous avez dirigé la R&D du groupe Suez. Non, c'est Air Liquide. Air Liquide. Bon, quand même... Et Suez après, mais à des fonctions très opérationnelles. Mais quand même, c'est fort, ça, d'être de cet extrait d'un si grand groupe pour créer quelque chose qui est en quelque sorte intermédiaire, justement, qui favorise ces transferts. Et après, je passerai la parole à Julie Rousseau, qui... C'est pas exactement la même chose, mais justement, ça serait intéressant de voir vos différentes approches. Donc, vous faites comment pour que ça marche ? Écoutez, merci déjà de me donner la parole. C'est vrai que, bien qu'ayant commencé dans les sciences dures, puisque je suis physicienne au départ, normalienne. C'est très bien, c'est très bien. Et j'ai fait la physique quantique, j'ai effectivement un PhD en physique quantique, mais c'est il y a quelques années. Donc effectivement, j'ai démarré évidemment classiquement dans la R&D, au CEA, ensuite à l'Air Liquide. Et j'ai eu la chance, effectivement, à l'Air Liquide, d'occuper des postes très très variés jusqu'à la direction de la R&D du groupe. Mais j'ai fait du marketing stratégique, de la vente. C'est pour ça que j'encourage beaucoup les gens à rentrer, je pense, et les femmes en particulier, à rentrer dans des postes de R&D. Je pense notamment à des sociétés comme Air Liquide. C'est une voie royale pour ensuite faire tous les métiers. Voilà, donc j'allais dire, j'ai eu cette chance de le faire. C'est plus qu'une chance. C'est plus qu'une chance. Une opportunité, on va dire. Vous l'avez poussé, votre chance, parce que je connais des gens qui sont rentrés R&D dans un certain nombre de grandes entreprises, et quand il a fallu sauter le pas, ne l'ont pas fait. Ça, c'est vrai. Mais je pense que par nature, si on regarde le fil rouge de ma carrière, c'est bien l'innovation, et comme je m'ennuie assez vite, si je rebondis pas sur autre chose, je crois que je deviens neurasthénique. Voilà, donc effectivement, j'ai passé quelques années à l'Air Liquide, et puis comme le business me démangeait depuis longtemps, j'ai rejoint le groupe Suez, et dans le domaine de l'environnement, qui est aussi une passion depuis maintenant de nombreuses années. Y compris à l'Air Liquide, j'ai poussé un certain nombre de projets dans le domaine de l'environnement, la pile à combustible, l'hydrogène, etc. Et donc j'ai rejoint en fait le groupe Suez dans le domaine de l'eau, donc par conviction et par envie de développer des activités. J'étais en charge notamment de l'ensemble des activités de traitement de l'eau pour les clients entreprises
en Europe, aux États-Unis et en Asie. Voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, finalement, c'est très bien de travailler dans des grands groupes. C'était il y a 12 ans quand même. Hein. Et je voyais qu'il y avait tellement de choses à faire, tellement d'intelligence dans ces grands groupes à pousser, à mobiliser. Voilà, j'ai eu envie d'abord d'avoir une carrière entrepreneuriale, de créer ma start-up. C'était il y a 12 ans. À l'époque, c'était moins à la mode qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on crée une start-up, effectivement, on est mis en avant. À l'époque, c'était pas le cas. Et j'ai choisi au départ de travailler dans le domaine du développement durable. Et c'est très intéressant parce que ça fait le lien avec notre sujet aujourd'hui. L'innovation en réponse aux défis économiques et sociétaux, j'aurais juste eu envie de rajouter environnementaux. Et voilà, j'ai travaillé au départ, hein, donc mon cabinet de conseil accompagnait les entreprises pour les faire progresser sur les sujets du développement durable. Et assez vite, je me suis dit, mais si on veut avoir un impact, et je veux avoir un impact positif sur les entreprises, eh bien, il ne faut pas simplement travailler à faire de la com ou à travailler sur du reporting, mais il va falloir que je les accompagne pour innover, pour les aider à se transformer, à se réinventer. C'est comme ça que ça s'est fait. Et on reviendra et vous direz tout à l'heure les conseils que vous donnez pour bien innover, parce que vous me les avez mis en petits bouts et c'est formidable. On y reviendra. Merci. Julie Rousseau, alors vous êtes à la tête d'un lieu qu'on aime bien. Hein. J'y interviens, effectivement. C'est comment on dit? On dit Villa ou Willa? On dit Willa. Et c'est quoi exactement Willa? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Willa est un incubateur qui est situé à Paris, rue du Sentier, qui a la particularité donc, d'accompagner des startups, donc des projets innovants, c'est un point qui est clé, mais où il y a au moins une femme dans l'équipe dirigeante. Et donc moi, au sein de cet incubateur, j'interviens plus particulièrement sur le programme Deep Tech, qui fait le lien pour des femmes ingénieures et jeunes chercheuses vers des sujets justement de création de start-up et d'innovation. Parce que tous les points, enfin une grosse partie des points qui ont été évoqués par Madame Calvez sur la table ronde précédente peuvent être repris sur les sujets liés aux start-up, sur les questions de censure notamment, et sur la nécessité d'avoir des femmes à la table des décisions. Vous avez beaucoup de start-up à Willa? Actuellement, vous en suivez beaucoup? L'incubateur existe depuis 14 ans, puisque c'était Paris Pionnière précédemment. C'est ça, ça s'appelait Paris Pionnière, voilà. Et maintenant ça s'est changé de nom. Pourquoi ça s'est transformé d'ailleurs? Ça s'est rabouté à un autre programme? Il faudrait que vous demandiez à la... Non, pas du tout, il faudrait que vous demandiez à la présidente, Marie. D'accord. Voilà. Donc oui, on est au total, l'incubateur accompagne une 60aine de startups par an, et pour un total d'environ 400 depuis sa création. Toujours avec au moins une femme dans l'équipe dirigeante, dans l'équipe fondatrice. Et donc, sans arrêt, vous remettez, comment on dit, l'ouvrage sur le métier, c'est ça? Toujours. Ce qui est la base de l'innovation, enfin, on apprend, et donc ce qu'on apprend, on le réutilise, et on itère, et on recommence, parce que ce qu'on dit aux startups de faire, on se l'applique. Et donc voilà, et donc oui, effectivement... Et c'est, comme pour jargonner un peu, on va se faire plaisir, c'est plutôt deep tech, vos startups, c'est-à-dire il y a vraiment de la base scientifique hard, dure, ou bien c'est organisationnel, ou c'est tous azimuts? C'est tous azimuts. Le programme Deep Tech, il est récent, il a été lancé, il a commencé à émerger, là on en a une première session en janvier 2019. Typiquement, c'est quoi les sujets qui émergent? Alors ça peut être du digital, beaucoup de choses sur de la créativité, sur des projets d'intelligence collective. On a beaucoup de projets organisationnels dans le domaine de la santé, notamment des projets qui s'intéressent à comment mieux faire communiquer les personnels de santé pour qu'ils soient plus efficaces dans leur mission. Voilà, donc tous les sujets où le digital peut avoir un impact, c'est des sujets qui vont être traités. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce n'est pas les mêmes sujets qui émergent que dans d'autres incubateurs, parce qu'actuellement, les femmes n'ont pas encore les mêmes expériences, et donc on apporte des nouveaux sujets qui sont autant de nouvelles opportunités d'innovation, mais aussi autant de potentiel de création de valeur. Je profite du fait qu'il y ait autant de personnes capées, avec des rapports, avec toutes sortes de connaissances, pour dire que nous, journalistes, nous avons bien besoin d'être alimentés en chiffres à peu près précis.
parce que il circule à peu près de tout sur le nombre de femmes dans le numérique, le nombre de femmes dans les start-up. Il faut vraiment être très précis pour qu'on puisse suivre scientifiquement les courbes et les évolutions des choses. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière. Alors, ce n'est pas vous, donc voilà. Donc, désolée, Stéphanie peut-être m'aider et vous me donnez votre nom, excusez-moi. Donc, nous avons changé. Moi, donc, c'est vous êtes Madame Juva Santé, c'est ça? Voilà, Urgo. Voilà, d'accord. Complètement. Alors donc, normalement officiellement désolé. Ma fiche n'est plus à l'ordre du jour. Donc vous êtes Madame Christelle Chapteuil. Tout à fait. Désolée pour cela. Voilà. Et donc qu'est-ce que je fais? Ben oui, qu'est-ce que vous faites ici? Parce que vous organisez justement le passage entre la science la plus fondamentale ou la médecine et des produits qui nous soignent vraiment. Alors je suis scientifique de formation. Mais je représente l'industrie, je représente une industrie, donc le groupe Urgo, dont le métier c'est justement de partir de la science pour aller jusqu'au patient, consommateur final, en passant par le soignant. Nous, dans notre groupe, alors c'est vrai qu'on est un groupe à taille humaine puisqu'on est une somme de PME ou de TI, et notre particularité c'est d'avoir en fait deux divisions. On a une division médicale, donc on va s'adresser à l'hôpital, aux médecins, aux infirmières, et une division grand public. Et donc notre singularité, c'est de développer des technologies qui permettent de répondre à des problèmes soit de plaies aiguës chroniques ou soit des problématiques de santé quotidien et de le transposer aussi bien dans un univers très médicalisé ou un univers où le consommateur peut choisir lui-même sa solution. Donc nous, l'innovation, on la raisonne. Alors quand je dis Urgo, normalement ceux qui connaissent un peu Urgo vont penser pansement. Donc c'est l'une de nos expertises, on ne fait pas que ça, on fait aussi des médicaments, des compléments alimentaires, des produits de santé naturelle. Mais c'est de réfléchir justement selon trois axes. Le premier étant finalement qu'est-ce qu'on veut traiter? Donc la technologie, donc la science, parce qu'à un moment on a besoin de la science pour trouver des solutions. La deuxième, c'est qui est le destinataire final? Et donc, qui est l'utilisateur également? Et la dernière, c'est l'environnement. On parlait de digital. Aujourd'hui, dans la santé, on ne peut pas ignorer le digital, on ne peut pas ignorer tout ce qu'il apporte. Donc, l'innovation en permanence, et il y a des merveilleuses innovations sur le marché qui n'ont pas trouvé leur public, tout simplement parce que ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas le bon contexte, ou ce n'était pas la solution attendue. Et des exemples, il y en a plein. On dit même, on avance souvent le chiffre de 90% de taux d'échec dans la recherche. La recherche, c'est une course lente, c'est une course de fond. Nous, on a des produits qui aboutissent en 1 an, on a des produits qui aboutissent en 5 ans et d'autres qui aboutissent en 20 ans. Voilà, donc ça veut dire que quand on a une bonne idée, il faut savoir ne pas rester uniquement sur une ligne, mais se diversifier. Nous avons la chance, nous, d'avoir une recherche interne, d'avoir un pilote qui nous permet de transposer aussi industriellement. Mais le fait de s'associer avec des chercheurs externes, ça nous permet d'ouvrir nos chakras, d'ouvrir notre façon de voir. Et il faut bien avoir en tête que trouver une innovation magnifique qui va traiter un problème, ça ne s'arrête pas là, parce que si vous êtes à la paillasse et que vous ne savez pas l'industrialiser, vous n'arrivez pas à en faire un produit utilisé. Et très souvent, quand vous avez une innovation, une nouvelle idée, malheureusement, l'équipementier, il n'a pas la machine qui va bien. D'ailleurs, nous, notre première innovation, on l'a fait avec une friteuse. Alors ça a l'air basique comme ça, mais c'était une interface lipocolloïde qui permet de ne pas coller à la plaie. Ce sont des corps gras, vous alliez dans les catalogues, il n'y avait rien, donc on a passé par la friteuse. Bon, maintenant, je vous rassure, on est beaucoup plus équipés. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se borner à son écosystème, il faut vraiment s'ouvrir pour arriver à innover. Et je vous rassure, elle a bien prononcé le mot d'Urgo qu'absolument tout le monde connaît depuis toujours, depuis qu'on est tous tombés de notre bicyclette. Mais je crois que dans Sciences et Avenir, nous avons parlé de pansement intelligent. Alors effectivement, on ne saurait pas faire sans pansement intelligent. Il y a 60 ans, le pansement, c'était un bout de tissu avec de la colle et une compresse. Bon, ça existe toujours aussi comme ça. Mais en 60 ans, oui, ça marche encore, ça rend beaucoup de services. En 60 ans, le pansement est devenu intelligent et surtout, il incorpore des technologies. Alors, dans les années 2000, on a eu l'apparition de ce qu'on appelait chez nous l'urgotule, qui a révolutionné la cicatrisation, puisqu'avant, les tules, quand vous étiez brûlé, on vous enlevait le tulle, on vous enlevait la plaie avec, et donc, quand on était patient, c'était un joyeux moment. Donc, la recherche de solutions, c'était de trouver à la fois des pansements qui adhèrent sans coller à la plaie, des pansements qui cicatrisent en étant le plus atraumatique possible. Et je dirais, les dernières avancées dont on est très fiers, c'est d'avoir réussi à trouver une technologie, l'UrgoStart, qu'on a développée il y a quelques années, qui permet en fait de traiter l'ulcère veineux du pied diabétique.
Alors, vous avez dit que vous aimiez les chiffres, je vous donne quelques chiffres justement pour situer le problème. Le diabète, c'est un fléau de la société, ça va le devenir de plus en plus, notamment le diabète de type 2. Et dans 25% des cas, l'une des manifestations de la maladie, c'est des ulcères veineux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de 300 millions de diabètes dans le monde, 500 millions à horizon 2040, et que vous avez actuellement 1 million de personnes, 1 million de pieds amputés chaque année à cause du diabète. Voilà. Donc le fait d'avoir trouvé cette solution qui permet de cicatriser une plaie et d'éviter une amputation, c'est ce qui fait que voilà, demain on trouve d'autres solutions par rapport à des technologies qu'on a mis au point. Et j'irai même plus loin, c'est que moi je suis également dans la division grand public et nous avons adapté ces technologies de tulle au grand public. C'est-à-dire que nous sommes passés d'un pansement d'hôpital à un pansement qui permet à vous dans la salle, à nous, on se brûle de main dans notre cuisine, on est capable aussi de traiter notre plaie efficacement. Merci Christelle et désolée pour cette erreur au début. Sylvain Maillard, alors j'ai vu que vous n'arrêtiez pas de pianoter sur votre téléphone portable, ce qui est le réflexe absolu, pas trop dans la salle, hein, ils sont attentifs quand même, hein, et ils n'arrivent pas à faire plusieurs choses en même temps. Notre cerveau n'est pas très bon à ça d'ailleurs, on peut faire plusieurs choses en même temps, mais ça peut être très mal. Donc maintenant, vous nous écoutez. J'arrive à faire deux choses en même temps. Vous êtes formidable. On va voir. C'est l'obligation d'un député qui, en même temps, est entrepreneur. Et comme nous étions assis l'un à côté de l'autre tout à l'heure, je lui dis, mais comment arrivez-vous à tout faire? Il me dit, je dors plus. Je dors plus. Bon, moi, j'espère que vous allez vous réveiller pendant cette table ronde pour... et me dire... Si dans votre fiche Wikipédia, c'est vrai, c'est toujours vrai aussi, ou alors j'ai tout faux, est-ce que vous êtes toujours dans les groupes d'amitié France-Allemagne, oui. France-Israël, oui. France-Arabie Saoudite, oui. France-Arménie, oui. Oh là 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 là, mais comment fait-il, voyez, il n'y a pas que les femmes donc, qui font tout en même temps. Hein. Et vous êtes donc député de La République En Marche, et donc entrepreneur, vous avez lancé votre entreprise en 2001, c'est ça? Oui. À Lantis. Vous avez maintenant 75 salariés. Ils vous voient un peu quand même? Tout à l'heure. D'accord. Et donc, cet Alantis fait... vous allez nous expliquer plus précisément quoi? Vous êtes vraiment dans l'électrotechnique, hein, c'est ça? Et vous êtes dans un écosystème où il y a des très grands comme Sagem, Thales. Donc vous êtes à niveau, vous êtes concurrents, vous co-construisez des choses, comme on dit maintenant aussi, avec eux. Qu'est-ce que vous faites exactement? D'abord, juste une rectification. Vous êtes député de la Seine. Il n'y a plus de département de la Seine depuis que je suis né d'ailleurs. Donc voilà, juste député de Paris. Qui est déjà, oui, vous êtes à la première, première circonscription. Exactement. Là où est Willa d'ailleurs, 1er, 2e, 8e et 9e arrondissement de Paris. Alors, vous voyez l'innovation et ce passage de la science à la société via des entreprises. En tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose que finalement vous vivez chaque jour, quoi. Moi, par rapport au parcours, je vous félicite parce que moi, j'étais pas très fort ni en maths ni en technologie, mais par contre, le constat que nous avons fait il y a maintenant 18 ans, c'était les entreprises françaises, au début on était parti sur les entreprises françaises, les sous-traitants n'avaient plus les moyens de combattre par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis pour fabriquer, nous on fabrique des cartes électroniques, et moi je vends des composants électroniques. Et on s'est aperçu qu'on avait décidé, en France, je venais de finir une école bien connue de commerce, qui nous disait qu'il n'y aurait plus d'usines en France, que nous serions tous des ingénieurs et que les usines de fabrication se feraient en Chine, en Inde, dans tous les pays à bas coût. D'ailleurs, c'est ce qu'on paye à l'heure actuelle. Hein. Ce retard, il est aussi très clairement toute une génération qui a décidé, une génération, je pense à Alcatel, à Thomson, qui a décidé de se dessaisir de ces industries pour ne devenir plus que des ingénieurs. Et quand on n'a plus que des ingénieurs, en règle générale, très rapidement, on n'a plus d'entreprise. Pas parce que les ingénieurs ne sont pas bons, c'est qu'il faut garder un outil. Et nous, notre métier, c'est de trouver les meilleures technologies, les meilleurs composants, les ramener aux entreprises européennes, parce que l'immense majorité du chiffre d'affaires de notre entreprise se fait en Europe, pas uniquement en France. La France est un des marchés, mais pas le marché principal, pour permettre aussi, d'abord déjà pour gagner notre vie, mais évidemment pour permettre aux entreprises européennes de pouvoir
garder de la technologie, pouvoir construire des cartes électroniques, pouvoir faire en sorte que toutes les nouvelles technologies qui arrivent, la 5G, l'IoT, l'évolution aussi de l'automobile. L'automobile, maintenant, c'est un amas de composants électroniques. On prend juste l'exemple d'un phare. Un phare a maintenant des milliers de composants électroniques dans le phare, alors qu'on pense que c'est uniquement un produit finalement assez simple, basique, et qui est en pleine mutation. Et pour accompagner cela, il faut qu'il y ait des entreprises, alors, la nôtre à notre échelle, mais d'autres entreprises qui puissent accompagner, que la technologie puisse être développée, reste en Europe. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Je crois que c'est mon engagement aussi en politique, hein, c'est d'ailleurs assez en miroir. Je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut évidemment qu'on s'organise mieux. Ça va mieux. Très, très sincèrement, ça va mieux dans l'industrie. Mais il faut encore qu'on accélère. Il faut qu'on puisse développer l'ensemble des potentiels. Moi, je suis ravi d'être à une table. Je suis un peu l'intrus, le seul homme à cette table. Mais je vois à quel point aussi les femmes s'investissent beaucoup plus, pas encore, mais beaucoup plus dans l'industrie. On a l'habitude d'ailleurs ici, dans cette salle, de les mettre à l'honneur. Je crois que c'est essentiel que cette mixité en Europe, en France et en Europe se développe, qu'elle puisse permettre à l'ensemble des créativités d'être dans l'entreprise, d'être dans l'industrie, parce que moi je suis convaincu que l'industrie c'est vraiment au cœur du développement maintenant et à l'avenir, et que trop longtemps on a fait une croix dessus, alors que nos emplois ils seront dans l'industrie dans le futur. Là, vous nous donnez des éléments à caractère économique. Apparemment, votre entreprise se porte bien. Côté social et côté sociétal et côté diversité, quels sont les équilibres dans votre propre entreprise entre femmes et hommes ? Alors, moi j'ai une grande dissociation entre mon rôle de chef d'entreprise et le rôle politique. Moi, il y a deux choses qui sont importantes pour moi. D'abord, j'ai toujours eu l'égalité salariale. D'ailleurs, quand on en discute, ça fait un des vrais sujets qu'on a porté avec la ministre, Muriel Pénicaud. Moi, j'étais très surpris de l'écart. Alors, bien sûr, on le sait, on regarde, mais chez nous, dans notre entreprise, il y a toujours les mêmes salaires, quel que soit, que vous soyez un homme, une femme, c'est pas une question. Ça a toujours été comme ça. Comme je suis contre les CDD, voilà, j'ai jamais fait de CDD de ma vie, j'ai eu d'autres entreprises. Je suis contre le principe du CDD, c'est pas une... Je pense que chacun d'entre nous doit s'investir pleinement dans son entreprise, et qu'on ne peut pas s'investir pleinement quand on sait que dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, on s'en va. Voilà, ça fait partie, pour moi, d'une éthique. Mais au-delà de l'éthique, c'est la performance, tout simplement. Si vous voulez avoir des collaborateurs et des collaboratrices pleinement engagés dans votre entreprise, il faut de l'égalité, et il faut en même temps de la perspective et de l'investissement. Vous demandez de l'investissement, le chef d'entreprise demande à ce que ses collaborateurs s'investissent. Il faut qu'en retour, il y ait aussi cet investissement de bien-être et de développement personnel. Et dans votre management, donc, vous avez au-delà de 30% de femmes ? Bon, je vous laisse le temps de calculer. En tout cas, ma première filiale la plus importante, qui est en Chine, est dirigée par une femme. Voilà, d'ailleurs, une CEO femme en Chine, je pense que c'est pas si courant que ça. C'est pas mal. Je vais revenir à... Pendant que vous calculez, ou que vous vous renseignez, je ne sais pas si vous avez une oreillette, je vais revenir à Catherine Ronge. Alors Catherine, c'était formidable ce que vous m'aviez écrit, c'était sur vos conseils pour innover. Et en fait, on l'a déjà entendu, mais enfin, il faudra peut-être le répéter. Il faut partir des usages. Il faut faire on va jargonner un peu, on va faire du bottom-up, hein, on ne va pas faire du top-down. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, les gens ? Qu'est-ce qu'ils veulent et comment vous le savez pour bien conseiller ceux que vous avez conseillés ? Je crois que Christelle le disait d'ailleurs, que ces innovations, ce n'était pas le tout de pousser des inventions technologiques. Et c'est vrai qu'on dit souvent une innovation, c'est une invention qui rencontre son marché, mais le tout, effectivement, est que ça réponde à des usages. Donc moi mon métier, et d'ailleurs je voudrais quand même juste faire une petite parenthèse, parce que nous on est vraiment dans il y a 30 dans mon équipe, on est 30 consultants, designers, parce qu'on a des profils très variés, donc parce que vous allez voir effectivement les spécificités pour innover par les usages. Ça passe notamment par des équipes pluridisciplinaires, mais aussi par tous les apports du design. Donc on a à peu près un tiers de designers,
un tiers d'ingénieurs, écoles de commerce, et puis on va dire un tiers de profils assez atypiques. Donnez-nous un exemple d'innovation qui marche parce que vous êtes allé tester d'abord les usages ou vous en aviez une idée. Je vais prendre une innovation qu'on a fait parce qu'elle va toucher un plus grand nombre de personnes, et vous allez voir que l'innovation n'est pas que technologique. Elle est d'ailleurs très souvent organisationnelle, elle est effectivement dans la bouleversement des chaînes de valeur, on l'a vu avec des Uber notamment, ou des Amazon. Je vais prendre un exemple qui va nous toucher pour ceux qui prennent le métro, ce qui est mon cas, et on a travaillé pour la SNCF, pour les gares franciliennes, et le sujet était justement d'essayer d'innover pour éviter les trajets en Z. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un trajet en Z. Pas du tout. Hein, voilà, mais alors ça porte bien son nom, mais c'est quand le matin vous prenez votre train dans une gare à, je sais pas, 45 minutes de Paris, eh bien, vous allez à la gare, vous déposez les enfants avant, vous allez peut-être à un moment donné au pressing. Bref, tous ces mouvements-là s'appellent les trajets en Z. Et on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait mettre les services sur le trajet des usagers, au sens noble du terme. Et on a imaginé, donc on a mis en place une démarche de design thinking avec ce qu'on appelle une phase d'observation terrain. On est allé à la rencontre des utilisateurs tous les matins qui prenaient le train. Et on s'est rendu compte notamment qu'ils avaient un certain nombre de besoins et on a en particulier imaginé pour eux des services qui s'appellent micro-working maintenant, et partout dans les gares franciliennes, je crois qu'il y a à peu près 80% des gares franciliennes qui ont aujourd'hui des espaces de micro-working. Et là, on sait vraiment, vous avez 10 minutes d'attente, vous pouvez recharger votre téléphone, vous avez 20 minutes d'attente, et on a fait un espace où justement vous pouvez quasiment faire une petite réunion. On a vraiment réfléchi en fonction des besoins et des usages. Voilà, là c'est un exemple. Écoutez, maintenant je saurai ce que c'est que de ne plus faire de zigzag. Je ne les fais pas forcément en train d'ailleurs. Mais bon, bien. Et vous, qu'est-ce que vous avez comme exemple très récent de choses qui marchent, de bons transferts? Je ne sais pas si c'est en zigzag d'ailleurs, ou si c'est linéaire. On a, à l'issue du programme We La Boost pour les femmes de la Deep Tech, on accompagne désormais une jeune femme. Je ne pense pas qu'on vous entende. Pardon. Je disais, à l'issue du programme donc, qui était dédié aux femmes de la Deep Tech, on accompagne actuellement une jeune femme qui est ingénieure ENAC, donc ingénieure de l'aviation, et qui mobilise des drones pour lutter contre les feux de forêt en Corse et pour accompagner les pompiers dans leur problématique lorsqu'un feu, pas forcément de détection des feux, parce que ça c'est assez bien pris en charge, mais de mise à leur service de techniques d'intelligence artificielle et d'utilisation des données disponibles pour mieux prévoir le comportement du feu et pouvoir positionner et pouvoir positionner les pompiers correctement. Et là, typiquement, c'est cette personne qui avait une certaine connaissance, je ne sais pas pourquoi, des feux et de ce que font les pompiers, ou c'est une demande qui vient des pompiers? Ou ça marche dans tous les sens là aussi? Ça peut marcher dans tous les sens. Là, il se trouve que comme elle est ingénieure de l'aviation, elle a une pratique, effectivement, enfin une interrogation autour des drones et des usages des drones. En revanche, actuellement, effectivement, elle est en contact, on la pousse dans la même logique que ce que vous disiez, à aller voir quelles sont les problématiques des pompiers. Parce qu'intuitivement, elle allait effectivement sur la détection du feu. Or ça, ça va. Voilà. En fait, c'est pas là que se situe la problématique. Et donc là, actuellement, elle est dans cette phase justement d'observation terrain et donc de rencontre des acteurs pour essayer de voir comment est-ce qu'ils fonctionnent vraiment au quotidien. Quand vous avez lancé votre entreprise, Sylvain Maillat, vous étiez confronté à ce type de problématique, ou vous aviez une idée parfaite vous disposiez de tel ou tel système électrotechnique ou technique ou électrique, je ne sais pas, un microprocesseur ou quelque chose comme ça, et vous saviez déjà ce que vous vouliez faire parce que vous aviez fait une étude de marché, vu que vous avez fait une école de commerce, ou bien est-ce que là aussi vous avez dû naviguer et vous faire aider, par qui d'ailleurs peut-être, pour que ça marche, pour que ça décolle?
Alors, comme beaucoup de chefs d'entreprise, quand vous commencez, vous avez tout établi, vous avez tout écrit, fait un business plan, tout va bien, et au bout de 3 mois, 4 mois, vous pouvez le mettre à la poubelle et vous devez improviser. Et donc, je n'ai pas déjoué à la règle. Et moi, j'ai eu la malchance de débuter en 2001, qui était la fin du grand boom des premiers composants électroniques avec le développement des téléphones portables. Donc, la fin de ça et les attentats du 11 septembre 2001, qui ont cloué au sol beaucoup d'avions et qui ont vraiment ralenti le business. Et donc ça a été juste 2-3 mois après notre création. Et évidemment, c'était un grand coup d'arrêt. Donc il a fallu réinventer un modèle suite à ce changement et conjoncturel du fait des attentats et structurel, la fin du boom des télécoms, pour pouvoir réinventer un nouveau modèle. Mais ça, c'est la loi de tous les chefs d'entreprise, tous ceux qui ont une idée, qui la mettent en œuvre et qui la développent pleinement comme ils y avaient pensé. Et ben, j'en connais pas. Donc, je crois que c'est Paul Allen qui disait un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui saute d'une falaise et qui construit le parachute pendant la descente. Bon, bien sûr, réagissez. Nous, c'est aussi pour ça qu'on souhaite accompagner, enfin en tout cas moi que j'accompagne. Parlez bien distinctement dans le micro parce que l'acoustique est pas terrible. C'est aussi pour ça qu'effectivement on accompagne les entrepreneurs parce qu'on voit au quotidien à quel point le business plan c'est un document de communication, à quel point les banquiers et les investisseurs en sont friands. Et à quel point ça n'a que peu de sens et à quel point c'est pas un outil du chef d'entreprise en fait. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup notamment sur les questions de construction de business model pour essayer de développer la créativité plutôt que d'essayer de mettre toute son énergie. Voilà. On sait aussi qu'il y a des moments de découragement. Et comme moi j'accompagne plus particulièrement des start-upeuses, donc des femmes, on sait aussi que tous les enjeux de besoins de rôle modèle qui ont été soulignés, des besoins d'inspiration, tous les enjeux de syndrome de l'imposteur se manifestent plus particulièrement, on le sait, sur les levées de fonds par exemple. Les femmes demandent moins, et comme en plus elles obtiennent moins, et ben au total elles ont vraiment beaucoup moins. Voilà. Est-ce que c'est vrai, on l'a entendu tout à l'heure, ou alors je me suis méprise, qu'il n'y avait pas vraiment de fonds d'investissement en France. Il y en a, et il y a même des groupes de femmes qui font des fonds d'investissement qui permettent des levées de fonds assez importantes. Il y a effectivement le réseau des femmes Business Angels qui a été créé. De plus en plus d'acteurs ont des réflexions vis-à-vis de ça, puisque au moment de la crise de 2008, il y a des analyses qui ont montré que les femmes qui dirigeaient des entreprises avaient pris moins de positions sur des fonds toxiques que les hommes et que donc leurs entreprises résistaient mieux. C'est le cas de la société Hermès par exemple, qui avait un management plus féminisé à l'époque. Voilà, donc de ce point de vue-là, il y a une piste. Il y a de plus en plus d'initiatives sur ces questions de financement, parce qu'on sait aussi, enfin moi j'ai eu l'expérience il y a 2 ans d'une start-up que j'accompagnais qui s'intéressait au suivi des cycles féminins et qui a eu toutes sortes de difficultés à lever des fonds parce qu'il fallait qu'elle aille d'abord expliquer son projet à des jurys financiers qui étaient composés exclusivement d'hommes. Et donc il y avait tout un travail pédagogique qui était très très long et pas très confortable à faire. Mais cela dit, l'innovation, enfin la diversité est source d'innovation et de performance économique. C'est un vrai sujet. Diversité de genre, diversité sociale, enfin tous les points qui ont été abordés au long de l'après-midi sont pertinents. Et donc là, il y a des opportunités qui sont essentielles et qu'il faut pouvoir exploiter. Je pense que c'est le cas chez vous avec les infirmières qui doivent vous remonter pas mal de choses. Alors, effectivement, pour boucler, parce que je crois qu'on est à la fin, juste quand on parlait de l'innovation et de l'implication, clairement, nous, c'est les soignants, alors les infirmières, les médecins qui sont impliqués, parce que quand vous observez une infirmière qui fait un pansement, ça vous donne des idées d'innovation. Moi, j'ai été bluffée pour voir une infirmière qui mettait en boule un pansement. Je me disais, mais pourquoi elle met en boule alors qu'on s'est pris la tête à le mettre bien à plat? Voilà, et c'est là où ça nous a donné aussi des idées, et de même, dans la médecine de ville, beaucoup de médecins nous disent maintenant, le patient vient, on lui prescrit quelque chose, il va sur Google,
médical et cherche si on lui a fait la bonne prescription et il revient avec une contre-prescription. Alors soit on se dit, il n'a rien compris, c'est moi le soignant et il se tait, soit on s'ouvre et ça s'est beaucoup plus incorporé aux États-Unis, au Canada, où les médecins nous disaient, finalement les patients nous amènent de nouvelles idées. En France, on a dit, mettez-moi ça à la poubelle, mais c'est en train de changer tout ça. Donc la bonne nouvelle, c'est que toute la révolution technologique autour de nous accompagne nos innovations et qu'on est déjà en marche pour demain. Voilà. Ce que vous dites me rappelle ce que dit Michel Serres. Maintenant, quand un professeur rentre dans une classe, il ne faut pas qu'il oublie que ses élèves ont pu lire Wikipédia avant d'entrer dans la classe. Stéphanie, on a combien de temps? Ils ont le droit de poser des questions quand même. Bon, on a encore 10 minutes, un quart d'heure, c'est ça? Pour les questions-réponses? Oui, formidable. Alors, à vous, les questions. C'est juste pour savoir quel est le taux de réussite pour les startups qui sont encouragées ou incubées. Je ne saurais pas vous répondre. J'ai un chiffre à vous proposer qui est le chiffre d'une société de conseil suisse qui s'appelle Strategizer, qui dit que pour une entreprise comme Nestlé, si elle veut obtenir un Nespresso, une réussite telle que les capsules Nespresso, qui sont une immense réussite business pour eux, il faut qu'ils financent 250 projets. Pas 250 idées, 250 projets à hauteur de 50 000 € environ. Donc le chiffre vaut ce qu'il vaut, parce qu'il est donné par des gens qui ont aussi intérêt à ça. Mais ça donne un ordre de grandeur qui n'est pas inintéressant. On va beaucoup se tromper, et c'est ce que disait Christelle par rapport à la recherche, on va beaucoup se tromper, et il va falloir valoriser cet échec-là. Parce que le laser, par exemple, on a mis 60 ans à savoir à quoi ça servait. C'était une solution en attente de problème ou là, voilà. Juste pour vous donner un chiffre, effectivement, on a un facteur de 1 à 10. Alors tout dépend du type d'innovation qu'on fait, parce que plus elle est complexe et plus elle prend du temps et plus elle peut échouer, parce qu'on parle beaucoup de technologie de recherche, mais il y a aussi la façon d'utiliser les produits qui est une innovation. Mais c'est souvent 100 projets pour en avoir 10 qui marchent. C'est là où je disais que c'est une course longue et surtout il faut garder la tête haute et ne pas avoir peur de franchir les obstacles. Mais si je peux insister, c'est vraiment des projets, c'est pas des idées. Parce que les profils scientifiques, les ingénieurs, les chercheurs, les idées, ils en ont vraiment, vraiment beaucoup. Mais à un moment donné, si vous voulez de l'innovation, il va falloir qu'il y ait des entreprises qui mettent vraiment de l'argent dessus. Sophie, ça vous fait pas peur de les entendre parler comme ça? Vous avez déjà plein d'idées, vous? En recherche. Donc, en recherche, on a l'habitude, oui, de persévérer, on a l'habitude de garder la tête haute, même quand ça ne marche pas du premier coup. Donc ça, je pense qu'on a le moral pour ça. Oui. Mais effectivement, à un moment, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, parce que qui dit investissement, dit à un moment, il faut voir le bout du tunnel. Il y a une question tout à fait au fond de la salle. Oui, bonjour, moi je suis Bénédicte Champenois-Rousseau, je suis sociologue de l'innovation et je suis ravie de cette table ronde parce que je trouve qu'effectivement elle montre bien ce que c'est qu'une innovation, c'est qu'en fait il n'y a pas l'image de l'innovateur, c'est Newton avec sa pomme qui tombe sur la tête et qui dit Eureka, hop, ça y est, j'ai trouvé. Et on a vraiment une démarche qui doit nécessairement mobiliser des alliés, des ajustements, etc. Et j'avais une question donc, à la personne qui est responsable de Deep Tech Programme à Willa. Vous parliez de cette application sur les cycles féminins. Il se trouve que moi, je viens de faire une recherche sur la grossesse et l'accouchement en Afrique du Sud. Et il y a une partie des femmes que j'ai interrogées qui font appel à ce genre d'application. Et je voulais savoir comment le savoir est contrôlé sur ces applications, parce que potentiellement, elles peuvent avoir des impacts énormes sur la vie des femmes. Mais visiblement, on peut raconter à peu près n'importe quoi. Et ça rejoint la question en fait de la première table ronde sur l'éthique, qui est comment on fait pour valider, parce qu'on peut avoir un très beau projet entrepreneurial en disant c'est génial, on a un panel, on a 800 000 grossesses par an, donc c'est génial, on va pouvoir capter des femmes qui vont avoir tous les jours sur leur portable des informations, etc. Mais comment on fait pour que ces informations soient pertinentes et qu'elles ne soient pas des fake news ou de la fausse science, si vous voulez. Là, le projet faisait appel à une sonde de température, donc à un objet connecté. Et effectivement, c'était une des difficultés à laquelle faisait face la start-up, parce qu'il y avait une demande d'abord d'autorisation de mise sur le marché qui était nécessaire. C'est un dispositif médical, donc précisément de niveau 2.
Mais ça a été toujours un gros sujet pour elle de savoir est-ce que c'était quelque chose qui était vendu comme appui à la contraception ou au contraire, alors comme elle visait un marché plutôt français et européen, on était plutôt sur l'appui à la conception. Mais ça n'a pas effectivement la même dimension et c'est un vrai sujet. Santa s'était entourée elle avait formé un comité scientifique qui était très informel parce que les startups qui n'ont pas beaucoup de moyens bricolent beaucoup, mais elles trouvent souvent, et c'est une partie qui est réjouissante humainement, des gens comme vous, comme Claudine qui est là, comme Claudie Agneray, comme les associations Femmes et Sciences. Là, en l'occurrence, il y avait aussi Viviane de Beaufort qui était impliquée dans la recherche, pour les appuyer, pour les aider, pour les soutenir. Voilà. Mais effectivement, c'était une vraie question. Sur le même sujet, il y a une start-up allemande qui s'appelle Clou, qui a fait un travail et qui du coup pose la question des données personnelles, puisque là, en fait, l'idée, c'était d'avoir un recueil d'informations par les femmes via leur smartphone, mais ensuite une utilisation des modèles de données pour essayer d'avoir des diagnostics et des choses comme ça, et de l'appui notamment à la recherche pharmaceutique. On parlait de recherche liée à l'ostéoporose, par exemple. On sait que les médicaments, que le système hormonal a une influence sur l'efficacité des médicaments. Mais là, du coup, actuellement, la start-up est un peu mise en cause pour justement son utilisation. Les données n'étaient pas si bien anonymisées que ça. Donc il y a des vrais sujets. Voilà. D'autres questions ? Monsieur au 5e rang, tout à fait de l'autre côté. Attendez le micro. Moi, c'était par rapport à la frustration que j'ai eue concernant la table ronde précédente, parce que j'ai trouvé qu'il y a quand même des problèmes aujourd'hui particulièrement urgents et particulièrement graves, et puis on en parle poliment, gentiment, comme ça, et puis ça va continuer. Vous pourriez être plus spécifique ? Oui. On a parlé récemment de ce qui se passait, par exemple, chez les concurrents, c'est-à-dire dans les pays comme les États-Unis, la Chine ou ailleurs. On sait qu'il y a, on en a parlé beaucoup récemment avec les ciseaux génétiques. Bon, il y a d'un côté de la technique qui est de plus en plus accessible à tout le monde à des prix de moins en moins chers. Il y a des pays qui sont dans une compétition à toute vitesse et qui ne se posent pas trop de problèmes d'éthique. Et puis nous, on se dit qu'il faut créer des comités d'éthique, on ne sait pas très bien d'ailleurs qui est responsable. Est-ce que ce sont les chercheurs? Est-ce que ce sont les politiques? Est-ce que c'est l'opinion publique? Voilà. Et il y a pourtant une urgence. Tout à l'heure, dans la table ronde, la question était quand même posée. Est-ce qu'économiquement, c'est un plus ou un moins d'avoir une démarche très éthique en amont, quand on sait que les bases de données sont en train de se constituer, qu'on fait de la reconnaissance faciale avec des centaines et des milliers de gens? On a bien compris, et monsieur le député, oui, c'est normal que vous répondiez en tant que politique. Je vais répondre pour la table précédente. C'est une excellente question ce que vous posez. La semaine dernière, on votait le projet de loi sur la santé, l'évolution de la santé et discussion sur nos données, puisqu'on a voté le fait qu'on ait un dossier médical partagé qui permettra de mieux connaître, de mieux vous suivre, vos médecins, vos différents intervenants de santé pourront mieux vous suivre tout au long de votre vie. Et je pense que c'est une vraie avancée. Mais sur les données en elles-mêmes. Et on a eu des longs débats. Je me souviens d'une intervention de notre collègue avec Céline Calvez, de Cédric Villani, qui est exactement la même réflexion que ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que nous, on se pose beaucoup de questions pour empêcher, ou en tout cas pour limiter peut-être le progrès en se disant ben non mais il faut qu'on soit sûr, il faut qu'il y ait ceinture et bretelles sur nos données, d'être sûr qu'elles soient absolument pas communiquées, qu'on puisse toujours dire si on veut les transmettre ou pas. Et puis d'autres pays qui au contraire, pays européens d'ailleurs, hein, pas, pour certains d'entre eux, qui disent au contraire il faut donner de la data, et remplir pour qu'on puisse inventer pour des startups, pour des entreprises, qu'on puisse inventer les nouveaux algorithmes qui nous permettront d'améliorer notre santé au niveau macro, mais que si on n'a pas les données micro, au niveau macro, on ne pourra jamais progresser. Et ça, c'est un vrai débat très français, je pense, enfin, je parle sous le couvert de la table précédente, très français, sur lesquels il faudra quand même qu'on avance. Moi, j'ai toujours un peu le sentiment qu'ici, on a peur globalement de l'avancée technologique
qu'on va tout faire pour être certain de nous-mêmes. Moi, je crois qu'il faut qu'on avance un peu plus, qu'on trouve un équilibre, probablement au niveau européen d'ailleurs. Ça nous permettra peut-être, nous, d'être un peu moins frileux et puis peut-être de calmer les ardeurs d'autres pays qui parfois libèrent un peu trop facilement. Mais ça, c'est une vraie question et beaucoup de nos industries du futur qui sont en train de s'écrire sur la génétique, sur autres, sont en train de s'écrire maintenant et c'est à nous, collectivement, de trouver quel est le bon curseur. Mais le chemin médian est encore à trouver. Quand on regarde les propositions, je ne sais plus s'il y en a 66 qui sont dans la loi de bioéthique qui doit être révisée, il y a quand même des drôles d'avancées. On voit arriver une réflexion ou une demande de réflexion sur les cellules germinales et de travailler sur ces cellules germinales. Je vois les gens de la table ronde précédente. Vous auriez envie de réagir là-dessus, Madame la députée ? Ou Monsieur Debré? Moi, quand je faisais part du doute tout à l'heure, le doute n'empêche pas l'audace aussi. Et que je rejoins l'idée que parfois on prend tellement de précautions. Et j'ai cité le principe de précaution, je le respecte, mais parfois je le déplore. Donc, il faut pouvoir bien juger de ce qu'est notre gain à court terme et à long terme. J'avais commencé mon propos en disant ça. Si notre gain, c'est par un excès de prudence, laisser d'autres acteurs prendre des décisions pour nous, là, c'est une vraie défaite à long terme. On le voit notamment, et je vais faire référence à un dossier particulier, c'est l'utilisation des technologies dans l'éducation. À trop vouloir ne pas tenter et à pas prendre le taureau par les cornes et dire que l'éducation nationale a besoin d'innovation pédagogique et qu'il faudrait faire rentrer dans nos écoles le terrain de la recherche, on a laissé ce terrain aux Asiatiques et aux États-Unis qui, dans quelques années, vont arriver avec des superbes solutions et nous, on n'aura rien à opposer et on devra les implanter dans nos écoles. Donc, quand on favorise aujourd'hui l'expérimentation sur le terrain pédagogique, et c'est le cas dans la loi École de la confiance, c'est aussi pour ça. C'est aussi d'encourager à ce que la recherche, elle vienne là où c'est très important, dans l'éducation. Marie-Françoise? Non. Non, juste Monsieur Debré, parlez bien dans le micro. Oui. Le mot de la fin. 2 points. Le partage des données, vous avez 2 choses en particulier qui sont la sécurité des données, puisque dans mon domaine, qui est le domaine médical, vous faites très attention, bien sûr. Et le deuxième, c'est la compatibilité des données. En fait, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de données qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres et sur lesquelles il faut arriver à trouver une interface. Cela dit, l'avenir, me dit-on, ce n'est pas les big data, c'est les fast data. En fait, c'est la rapidité avec laquelle on va pouvoir les accueillir et travailler avec. Mais là-dessus, on a un tout petit peu divergé par rapport à la question de monsieur. Et monsieur a raison, c'est-à-dire que des technologies comme CRISPR-Cas9, si vous prenez ça, aujourd'hui, qui maintenant sont théoriquement à la portée de beaucoup de gens, parce que ce n'est pas extraordinairement compliqué, légitimeraient qu'on ait une réflexion internationale dans le sujet. Alors, ça a été fait. Par exemple, l'INSERM a lancé un club international de réflexion sur l'utilisation de ce type de technologie. Si vous allez à une échelle supérieure encore, c'est-à-dire si vous portez des problèmes d'autres natures, il y en a beaucoup. Il faut arriver à un consensus diplomatique et je pense que tout le monde n'est pas encore prêt pour partager justement des réflexions dans ce domaine. Et comme disait Marie-Françoise, mais je vais peut-être te passer la parole, il y a une compétition dans le domaine, bien sûr. Et ce sont des enjeux qui sont Marie-Françoise Le Guyadère. Oui, je pense qu'on ne perd jamais son temps à s'accorder dans un débat ouvert sur les valeurs qui conduisent une action. Et vous l'avez évoqué vous-même à propos de ces 2 projets d'entreprise. Donc, ça n'est pas du temps perdu. Ça peut sembler parfois très abstrait ou très déconnecté. Mais sur le fond, non. Donc, charge aux gens qui sont en charge de ces comités, quels qu'ils soient, dans les organismes de recherche, à l'INRIA, au CNRS, à l'INSERM, mais aussi d'aborder des questions, certes, d'éthique scientifique, mais aussi d'éthique socio-économique, d'ouvrir. Et c'est là que les sciences humaines peuvent jouer un rôle tout à fait moteur. Mais on ne perd pas son temps. Mais ça peut être une plus-value. Mais effectivement, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Et ne pas le confondre avec le débat public, avec des dimensions autres, effectivement, du fonctionnement démocratique. Merci. Une dernière remarque que je m'arroge. Notre doctorante tout à l'heure avait commencé à parler moins d'éthique de la recherche que d'intégrité des chercheurs.
Et ce que l'on voit, c'est qu'il faut, pour que les scientifiques continuent d'être appréciés par la population, ce qu'ils sont, qu'ils soient intègres. Ce n'est pas exactement la même chose que de mener une recherche éthique. En tout cas, merci à tous nos panélistes. Merci infiniment. On a une petite clôture. Merci, mesdames. Merci, monsieur. On a une petite clôture. On a une petite vidéo de la part de Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher. Mais le mot de la fin est pour Evelyne Sevin. Je vais vous demander d'avoir la gentillesse de rester encore 1 minute. Voilà. S'il vous plaît. D'abord, pour remercier tout le monde, tous ceux qui ont travaillé sur ce colloque. En premier lieu, Claudine Hermann, Claudie Aigneret. Je pense qu'on leur doit des applaudissements, les remercier. Remercier le comité d'organisation. Voilà. Je voudrais vous demander encore quelques secondes d'attention. Je crois qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été échangées, beaucoup de témoignages qui sont très précieux. Ce serait très précieux aussi si vous continuiez de les partager avec nous. Ici, comme j'ai dit, c'est un lieu d'encouragement, un lieu d'encouragement à la réflexion, au partage, à la transmission. Donc vous pouvez nous suivre sur tous les hashtags. On va tweeter. Et puis surtout, vos idées, vos envies, partagez-les avec nous pour qu'on puisse continuer à monter des colloques, à vous accueillir. Voilà. Et avant que vous ne partiez, 2 choses. D'abord, je voudrais qu'on écoute donc Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, pour parler justement d'une initiative extrêmement concrète en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle dans l'industrie. Et ensuite, après l'avoir écouté, nous vous invitons à prendre un verre pour suivre les échanges avec une très jolie vue sur la place Saint-Germain-des-Prés. Voilà, mais d'abord on écoute Agnès. Bonsoir à toutes et tous. Ne pouvant être présente avec vous, je tenais à vous adresser ce message pour évoquer 2 combats essentiels, la reconquête industrielle et la nécessaire féminisation de notre industrie. Je voudrais commencer par une conviction simple, c'est que l'industrie est la solution à beaucoup de problèmes français. L'industrie, c'est tout d'abord une solution à la fracture territoriale, parce que l'industrie crée de l'emploi en des agglomérations, et parce que chaque emploi industriel est source de plusieurs emplois induits. L'industrie, c'est aussi une solution à la fracture sociale. Vous le savez, les emplois dans l'industrie sont durables, mieux payés en moyenne que dans les autres secteurs, et ils offrent de bonnes perspectives de carrière. Enfin, l'industrie est la solution aux défis majeurs qui sont devant nous, la souveraineté technologique, le rétablissement de notre balance commerciale, et surtout, la transition écologique et énergétique. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons mis la reconquête industrielle au cœur de notre stratégie économique depuis presque 2 ans. Et depuis 2 ans, la France industrielle retrouve des couleurs. On ne le dit pas assez, il y a aujourd'hui plus d'usines qui ouvrent en France que d'usines qui ferment. On y crée plus d'emplois qu'on en détruit. Néanmoins, il y a encore des obstacles. Et le premier de ces obstacles, paradoxalement, dans un pays où le chômage reste encore élevé, même s'il a baissé de près d'1 point, ce sont les problèmes de recrutement. Un seul chiffre pour illustrer cette situation. 50 000 emplois industriels ne sont pas pourvus dans notre pays. Et les entreprises doivent refuser des commandes, faute de candidats. Comment expliquer ce problème? C'est une question de compétence, bien sûr. C'est aussi une question d'attractivité et donc d'image de l'industrie. Et c'est enfin une question de vivier. Si on ne cherche que des hommes expérimentés, on a moins de chances de le trouver. Il faut élargir le vivier aux femmes. L'industrie a du mal à attirer les femmes et à les retenir. Les chiffres sont bien connus. L'industrie, c'est moins de 30% de femmes, et la place des femmes est souvent cantonnée à des carrières latérales.